effectivement d'une opération, ou bien des factures. Je peux parler de procédure, etc. Il existe plusieurs procédures. À chaque fois que je mets en place des procédures, c'est dans le cadre des contrôles internes. Et la procédure va servir à quoi? Va servir à encadrer le travail des uns et des autres. C'est-à-dire, vous voulez réaliser une tâche, je ne vous laisse pas la liberté de la réaliser comme vous la souhaitez, ou bien comme vous le souhaitez. Mais je vous dis, si vous voulez faire ça, voilà petit 1 ce que vous allez faire petit 2. Ce que vous allez faire, petit 3, etc. Petite procédure, un ensemble d'étapes. Je reviens à la procédure de recrutement. Qui peut commencer par définition du besoin, vérification du besoin, définition des déterminations du poste ou bien le profil, annonce, présélection, sélection, entretien, période d'essai, contrat, etc. Toute une procédure. On la met en place pour éviter de ne pas se tromper au niveau de recrutement. Parce que si vous vous trompez au niveau d'un recrutement, c'est un risque. Parce que peut-être vous allez recruter quelqu'un qui n'est pas compétent. S'il n'est pas compétent, ça veut dire que cela va influencer sa productivité. Et si la productivité est influencée d'un point de vue, ou bien d'une manière négative, cela va avoir un effet négatif sur la rentabilité, sur la performance de l'entreprise. Donc on peut multiplier les risques. Les risques également au niveau d'un point de vue financier. Donnez-moi un risque. Quand vous présentez le bilan, par exemple. Le bilan, d'ailleurs, le rôle d'un bilan, c'est son rôle. Pourquoi on demande à une entreprise d'élaborer le bilan à la fin de l'exercice? On vient à la fin de la période, ça peut être exercice, ça peut être 2 mois, ça peut être 1 mois, ça peut être 6 mois, oui. Pour avoir une idée sur le résultat, sans France. Oui. Parce que le bilan représente le patrimoine de l'entreprise, et on sait que les actionnaires d'une entreprise s'intéressent aux états de l'entreprise pour avoir plus de confiance pour l'épargne. Oui, c'est-à-dire en quelque sorte, le bilan me donne une idée sur la situation financière de l'entreprise à un instant T, sur son patrimoine à un instant T, et c'est un moyen de communication vis-à-vis des partenaires externes. Donc, le bilan pour remplir son rôle, les informations qu'il contient doivent être des informations fiables et crédibles. Autrement dit, il ne faut pas mentir à travers le bilan. On peut mentir à travers le bilan en mettant par exemple un certain nombre d'informations qui ne représentent pas la situation réelle de l'entreprise. Et là, le rôle de l'éditeur de détecter est-ce que ces informations sont fiables ou est-ce qu'elles sont crédibles à travers la vérification, le contrôle et de dire dans quelle mesure une entreprise respecte un certain nombre de principes comptables. Donnez-moi un exemple d'un principe comptable qui soit intéressé un éditeur au moment de la vérification. Oui, prudence. Qu'est-ce que ça veut dire prudence? Le principe de prudence, qu'est-ce que ça veut dire? À l'occasion, entre parenthèses, je vous conseille de revenir à lire et à comprendre les 5 principes comptables. Donc le principe de prudence, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous l'avez défini au niveau de S1. Le principe de prudence, qu'est-ce qu'il stipule? Donnez-moi un exemple où on respecte ou on applique le principe de prudence. Les provisions. Les provisions, c'est un exemple typique de respect du principe de prudence. C'est-à-dire, ça, c'est ma fin. C'est un moyen de la sachet. Donc le principe de prudence stipule que l'entreprise ne doit pas prendre en considération un produit tant qu'il n'est pas définitif, ou bien tant qu'il n'est pas réel.
Par contre, une charge, du moment qu'il est probable, je dois la prendre en considération. Exemple, au niveau d'un bilan, vous commercialisez des produits électroménagers ou bien informatiques, du matériel informatique. Je suis à l'auditeur, vous me présentez votre bilan, je vais directement à je constate qu'il y a une absence de provision au niveau du patient. Est-ce que c'est logique? Quel type de provision vous allez trouver au niveau du patient? Provision pour ici charge. Donc si vous commercialisez du matériel informatique, est-ce que vous considérez que c'est logique de ne pas trouver des provisions pour ici charge au niveau du patient? Logique. Non. Pourquoi? Là, l'entreprise n'a pas respecté le principe de prévention. Là, je fais d'autres. Je compare un état réel par rapport à une référence, par rapport à un principe, par rapport à une règle comptable qui n'a pas été respectée par l'entreprise. Parce que si vous commercialisez des produits qui nécessitent de proposer aux clients une garantie, certainement vous aurez à faire face à des charges supplémentaires. Donc pour faire face à ces charges supplémentaires qui sont probables, qui sont éventuelles, vous êtes obligé de constater des provisions pour risques et charges. C'est un exemple. Le coût historique, c'est un autre exemple. Je peux voir par exemple au niveau de votre actif, est-ce que vous respectez, est-ce que vous faites figurer les immobilisations que vous avez acquises selon la valeur d'origine, ou est-ce que vous changez à chaque fois la valeur brute ou bien la valeur d'origine? Dans ce cas-là, vous ne respectez pas le principe du coût historique, etc. Donc, l'auditeur, il est là, et essaie de voir dans une mesure de respecter un certain nombre de règles, de principes, dans quelle mesure vous respectez un certain nombre de normes de référence et de standards. Nous avons dit l'audit, il est là pour vérifier, pour éviter, ou bien pour faire ça, pour éviter certainement la survenance de risques. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par un risque? Donc, le risque, c'est tout événement, tout comportement Donc le risque, c'est tout événement, tout comportement, toute situation affectant la réalisation des objectifs. Et donc là, ce qu'on peut comprendre, c'est que chaque fois qu'on est en face d'un risque au sein d'une organisation, cela va certainement avoir un impact négatif sur la réalisation des objectifs. Et d'ailleurs, une entreprise où il y a la gestion, il y a le management d'une entreprise se base sur la fixation de l'objectif et son efficacité ou bien sa performance se mesure par rapport au degré de réalisation de ces objectifs. Donc l'auditeur est là pour nous aider à détecter ces risques et à faire face également à ces risques et éventuellement à les éviter. Donnez-moi un exemple de comportement si vous voulez être considéré comme un risque. On est aux entreprises. Soit d'un salarié, soit d'un responsable, soit d'un entreprise. Détournement de fonds. Ce comportement de détournement de fonds, c'est-à-dire qu'un salarié peut, entre guillemets, procéder au vol des ressources financières de l'entreprise
l'entreprise, peu importe la méthode ou bien la manière, peu importe la technique utilisée, etc., là, c'est un comportement qui peut être considéré comme un risque. Là aussi, on peut dire que le détournement de fonds va être possible au sein de l'entreprise quand le système de contrôle interne est défaillant. Et d'ailleurs, quand vous avez déjà l'occasion de passer des stages au sein de l'entreprise, quand une entreprise veut payer un fournisseur, par exemple, il le paye par chèque, et le chèque doit être signé au moins par 2 personnes, pourquoi 2 personnes? Ici, X va contre Y contre X. par exemple. Dans les petites entreprises, c'est généralement le directeur financier qui existe, ou bien le comptable et le DRH, ou bien le gérant. C'est-à-dire, même si, par exemple, il y a une relation amicale, familiale entre le comptable et le fournisseur, il peut, par exemple, signer un chèque d'un montant qui n'a rien à voir avec la nature de l'opération. Mais si il est exigeant d'avoir une signature, le comptable peut signer et le dirigeant va dire pourquoi on va payer par exemple un chèque de 1 million de dirhams. 1 million de dirhams correspond à quel type d'opération. Il va, si vous voulez, en quelque sorte, contrôler ce qui fait le comptable. Et quand il y a deux signatures également, si le comptable ou le directeur financier signe, et vous signez également en tant que directeur général, vous assumez la responsabilité. En quelque sorte, la responsabilité est partagée entre les signataires. Et donc, si vous ne voulez pas être complice à une opération frauduleuse, vous aurez toujours intérêt à contrôler ce que fait le premier ou bien la première personne, etc. Donc le risque, on peut dire également que le risque est une perte potentielle. Le risque est une perte potentielle. Potentielle suite à un événement ou à un seul événement interne ou externe. Donc le risque il peut avoir comme source l'extérieur de l'entreprise, son environnement externe, comme il peut avoir également comme source son environnement interne. Si je parle par exemple de l'audit social ou bien l'audit production, si les salariés ne sont pas sécurisés, si l'entreprise ne garantit pas à ses salariés des conditions de travail plus ou moins sécurisées, cela constitue un risque. Et cela peut avoir un effet négatif sur le résultat, sur la rentabilité, sur la productivité de l'entreprise. Donc si on vous demande de réaliser une mission d'audit social, ou bien de production, vous pouvez mettre l'accent sur l'existence de ce type de risque et vous pouvez éventuellement par la suite proposer un certain nombre de recommandations. Parce que quand on constate qu'il existe un risque, il ne faut pas s'attendre à ce que, entre guillemets, la catastrophe arrive pour pouvoir dire ah là, on va pas faire attention. Non, l'auditeur il est là pour prévenir les risques, pour éviter la survenance des risques. Et quand je dis prévenir les risques, pour éviter les risques, c'est pour, dans le sens d'atteindre ou bien d'aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Donc, deux aspects après avoir clarifié le principe des risques et sa relation avec l'exercice du métier d'éditeur, on peut parler, mais on peut distinguer entre deux aspects de risque. Un risque positif et un risque négatif. Donc, deux aspects des risques. Un aspect positif et un autre négatif. Les exemples cités jusqu'à maintenant de risques. Est-ce qu'on parle de risques positifs ou négatifs? Négatif. Essentiellement les risques négatifs qui peuvent avoir un impact négatif sur l'entreprise.
s'intéresse essentiellement au risque négatif. Donc, le risque positif représente le risque qui par l'organisation, ou bien de l'entreprise. Donc, le risque positif représente le risque qui par l'organisation. Il s'accompagne avec un accroissement des résultats ou tout simplement de la performance. Donc, le risque positif représente le risque qui par l'organisation et qui s'accompagne donc le risque positif représente le risque qui par l'entreprise et qui s'accompagne avec un accroissement de résultats. Donnez-moi un exemple de risque positif. Un investissement, une décision d'investissement. Une décision d'investissement, pourquoi c'est un risque? C'est un risque parce qu'on est jamais sûr que l'investissement, ou bien la décision d'investissement, va permettre à l'entreprise de rentabiliser les sommes investies. C'est un risque. Et il est positif, pourquoi? Il est positif parce que si vous ne prenez pas ce risque, vous n'allez pas espérer améliorer la rentabilité de l'entreprise, ou bien de votre entreprise. C'est comme d'ailleurs l'exemple de quand vous prenez la décision de vous inscrire dans une école, ou bien dans la faculté, c'est un risque positif. Le fait de vous inscrire ne vous garantit pas le fait que vous allez avoir votre diplôme après 3 ans ou 4 ans. Mais si vous ne prenez pas ce risque, si vous ne prenez pas cette décision, vous n'allez pas avoir votre diplôme si vous voulez par la suite ou bien en fin de parcours. Maintenant, le risque négatif, c'est par contre le risque d'avoir des résultats de l'organisation en diminution et ce dernier qui intéresse essentiellement l'auditeur ou bien les auditeurs ou bien ce qui nous intéresse dans le domaine de l'audit. Donc le rôle, certainement, il va avoir un aspect négatif, ou bien des conséquences négatives sur la rentabilité. Le fait de se tromper au niveau du recrutement, cela va avoir un effet négatif sur la productivité et par conséquent sur la rentabilité et la performance de l'entreprise. Le fait de ne pas mettre en place un certain nombre de procédures d'achat, par exemple, va avoir un impact négatif sur l'entreprise parce qu'on peut payer des matières premières plus chères, on peut avoir, ou bien on peut acheter des matières premières au prix, etc. On peut être livré avec un retard de 2 semaines ou bien de 2 mois parce qu'on n'a pas mis en place un système ou bien de suivi ou bien de procédure d'achat. Donc maintenant, on parle de l'audit dans le domaine de la gestion. Donc l'audit s'est introduit dans le domaine de la gestion au début du XXe siècle. Donc essentiellement au niveau des grandes entreprises. Pourquoi à votre avis l'audit concerné, comme d'ailleurs le cas du contrôle de gestion, est apparu au niveau des gros industriels américains, la même chose pour l'audit. Pourquoi l'apparition de l'audit et du contrôle de gestion? Parce que tout simplement pour gérer, pour manager une grande structure, vous êtes obligé de faire appel à un certain nombre de techniques de gestion et de management parmi lesquelles vous allez trouver le contrôle de gestion et l'audit.
Le contrôle de gestion, c'est une sorte de management par des chiffres. Je vous fixe un certain nombre d'objectifs et j'attends de vous un retour d'information. Et à partir de là, je peux comparer le prévisionnel avec le réalisé. L'audit, vous ne pouvez pas gérer une grande structure si vous ne mettez pas en place des procédures, peu importe les domaines. Ça peut être le domaine financier ou comptable, ça peut être la production, ça peut être les achats, ça peut être les ressources humaines, etc. Tout ça pour encadrer le travail ou bien les tâches qui doivent être réalisées par les salariés ou bien les dirigeants d'une entreprise. Et si vous voulez le développement des groupes industriels, des entreprises d'une manière générale, il est lié au fait que l'entreprise aura besoin pour financer son développement, aura besoin de ressources financières. Et la bourse ou bien le marché financier a été considéré comme l'une des alternatives qui permettent à l'entreprise de financer ce développement. Et donc le marché financier ou bien la bourse, si vous avez besoin de financement, vous faites appel à de nouveaux actionnaires. Les nouveaux actionnaires, est-ce qu'il est toujours évident, est-ce que c'est toujours évident d'accepter, d'acheter les actions de l'entreprise X ou Y sans avoir au moins une idée claire sur sa situation financière? D'acheter les actions des Y sans avoir une idée sur sa situation financière? Non, on est tous d'accord que ce n'est pas possible. Maintenant, vous allez avoir une idée sur sa situation financière à travers les états de synthèse, ou bien les documents comptables. Mais est-ce que vous allez accepter, est-ce qu'on va accepter n'importe quel document comptable? N'importe quel comptable peut élaborer un bilan. Qu'est-ce que vous allez exiger par la suite? Est-ce que ces documents comptables sont certifiés? Qu'est-ce que ça veut dire certifié? Ils doivent être vérifiés par un commissaire. C'est le seul qui est habilité à certifier les comptes. Donc, on va afficher, on va publier les documents comptables d'une entreprise qui doivent être certifiés. Pourquoi? Pour rassurer les actionnaires, pour rassurer les investisseurs. Je ne peux pas, si vous voulez, en quelque sorte, publier n'importe quel document comptable et maintenant, parce que les actions que je propose sur le marché financier soient achetées ou bien acquises par les actionnaires. Donc, l'audit est lié essentiellement au niveau de son émergence, ou bien au niveau de son apparition au domaine financier et comptable, parce qu'à un certain moment, on a voulu encourager les investisseurs à participer, à financer le développement d'un certain nombre d'entreprises dans des secteurs assez différents. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. L'audit est pratiqué d'abord dans le domaine financier et comptable. L'audit est pratiqué d'abord dans le domaine financier et comptable. Oui, par extension, dans les autres fonctions de l'entreprise. Donc, l'émergence ou bien l'apparition de l'audit est liée essentiellement, dans un premier temps, au domaine financier et comptable. C'est par la suite qu'on a élargi son application à pratiquement tous les domaines de l'entreprise, ou bien de la gestion de l'entreprise. Et donc là, on peut déjà comprendre une petite classification, une distinction entre tout ce qui est financier et comptable et tout ce qui est opérationnel. Ce qui est financier et comptable est clair. À chaque fois qu'on s'intéresse à vérifier la fiabilité et la crédibilité des informations financières et comptables, là, on parle de l'audit financier et comptable.
Et à part ça, il s'agit de l'audit opérationnel. Chaque fois que vous intéressez à une fonction, ressources humaines, production, marketing, etc., là je parle de l'audit opérationnel. Et au niveau de l'audit opérationnel, on s'intéresse à évaluer la performance des fonctions. Par exemple, au niveau de la production, je peux m'intéresser, tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la sécurité, par exemple, que l'entreprise doit assurer à ses salariés, mais je peux également faire des comparaisons entre la capacité de production et le chiffre d'affaires réalisé, ou bien le volume de production et le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Le chiffre d'affaires est très important, c'est-à-dire le volume de produits très important, alors que la capacité de production n'est pas cohérente avec ce volume de chiffre d'affaires, là c'est une anomalie. De la même manière, si vous avez une capacité de production très importante et le chiffre d'affaires ou le volume du monde n'est pas cohérent par rapport à ce que vous avez comme capacité de production, là aussi c'est une anomalie. Donc on passe à l'axe 1, les concepts fondamentaux de l'audit. Donc, les concepts fondamentaux de l'audit. Je vois que vous pouvez vous présenter la définition générale de l'audit. Vous allez comprendre pour faire la suite la définition pour s'appliquer aussi bien au domaine financier comptable, comment il peut s'appliquer à votre domaine de la gestion, que ce soit le marketing, la production, etc. Donc, définition générale de l'audit. Donc l'audit est le processus méthodique le premier aspect qu'il faut retenir, c'est que c'est un processus. Comme je l'ai déjà précisé au niveau au départ, l'audit c'est un processus, c'est-à-dire qu'il est axé sur un certain nombre d'étapes. C'est pour cela que par la suite nous allons voir la démarche de l'audit qui est composée en trois principales étapes. On parle d'étapes ou bien trois principales étapes ou bien trois principales phases. La première phase concerne la collecte d'un certain nombre d'informations générales sur l'entreprise. La deuxième phase, ou bien la deuxième étape, c'est l'évaluation du contrôle interne. La troisième étape, c'est l'examen des comptes, ou bien l'examen analytique. Donc vous avez trois étapes. Donc l'audit, c'est un processus méthodique, ou bien méthodologique, axé sur plusieurs étapes. C'est un processus de vérification. Un processus méthodologique de vérification. Tout à l'heure, nous avons dit que l'audit est lié à la vérification parce qu'il existe un certain nombre de risques. Donc, c'est un processus méthodologique. Donc, si je vous donne une question au niveau d'examen, au niveau des audits, c'est un processus méthodologique. C'est une forme de contrôle. C'est une forme
Qu'est-ce que vous allez faire? Les trois. C'est une méthodologie, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une forme de reproche, c'est une forme de vérification. D'accord? Donc, le but, c'est un processus méthodologique de vérification. Mais la vérification, elle est possible à condition de l'existence de quoi? Vous allez vérifier, par exemple, est-ce que la bouteille il est bien fermée. Vous allez vérifier s'il est bien fermé. Mais si, par exemple, vous ne disposez pas d'un mécanisme qui va vous permettre de vérifier s'il est bien fermé, vous n'allez pas réaliser cette mission de vérification. Donc la vérification suppose toujours l'existence de référence. Donc de vérification par rapport au référentiel. Dans un domaine déterminé, le domaine. Donc, par rapport au référentiel, est-ce qu'on peut parler de normes dans le cas de la vie quotidienne? Est-ce qu'il existe une norme? Est-ce qu'il existe une norme? Bien sûr. Quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites dans un premier temps? Qu'est-ce que vous dites? Bonjour. Il a ma bonjour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en quelque sorte, vous faites logique sans avoir poursuivi une formation en logique. C'est une norme. Donc vous rencontrez quelqu'un de le saluer. Donc c'est une norme. Si vous constatez que quelqu'un vient, ça nous arrive en tant que professeur, mais bonjour, il n'y a rien. Vous avez des choses à partager. Ni les ni à l'air de la vie. Même la manière dont vous allez demander une chose, même si peut-être entre guillemets vous la considérez comme un droit, entre guillemets, il faut avoir très attention par rapport à la réaction de votre interlocuteur. Je peux vous donner des exemples. Dans la vie quotidienne, il y a un certain nombre de normes auxquelles on se réfère pour pouvoir évaluer l'éducation, la discipline, etc., des personnes au niveau de la société. Donc, si je reviens à l'entreprise, je ne peux pas vérifier, je ne peux pas réaliser une mission de vie en l'absence de. C'est comme l'examen, je ne vais pas parler de l'audit, des conditions d'examen. Donnez-moi un exemple. Auditer les conditions d'examen au niveau de la faculté. Est-ce qu'il existe des normes? Bien sûr. Donnez-moi un exemple de normes. Les convocations, les numéros d'examen, les brouillons avec de couleurs différentes, etc. Le temps à respecter. Si par exemple je suis un auditeur, je suis chargé à auditer les conditions d'examen et je trouve en effet que vous êtes installé de cette façon. Est-ce que c'est un examen? Non, pas. Oui, vous pouvez passer l'examen. Et je peux ouvrir une parenthèse. Quand vous êtes fier, en parenthèse, de recevoir un SMS dans votre téléphone portable, vous êtes fier, merci beaucoup, vous êtes fier. Qu'est-ce que vous faites en quelque sorte? Premièrement, vous êtes des voleurs, quelque sorte bleu, quelque sorte chaleureux, quelque sorte les réponses. Déjà, c'est des voleurs, vous êtes des voleurs, autre chose. Vous portez atteinte à l'image du produit, le produit qui est le local de la qualité, quelque chose là, c'est grave. Ok, on s'en sort, je ne dis pas reposer, ça veut dire. Vous portez atteinte à l'image de la faculté. En quelque sorte, vous me transmettez un message noir en tant qu'entrepreneur. Est-ce que je vais accepter de vous recruter, vous, lauréat de la table? Ça m'intéresse pas. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Je parle de on n'est pas en train de
on reçoit des SMS après 7 et pourtant le résultat sont catastrophiques. Comment ça sert? Les résultats sont catastrophiques. Même quand ils commencent à les SMS. لا يخليكم يمكن شي حاجه يستوعبوا الصوتيه. إلى وقت ما شافوه إذا شفا أنا كنت شفا ما كيشوفوش على شفا كيف رجعت العيشة شفا ما كيبداو عندهم زاد الأخبار يصحوا الراحة ولكن هما كيعتمدوا مع الحق ديالهم. Et quand les conditions, d'ailleurs, les grandes écoles de commerce, pourquoi ils ont une bonne image? D'où vient la bonne image des grandes écoles de commerce? Le respect des normes. La rigueur. La rigueur, le sérieux, la détermination, la motivation des étudiants. Alors, les étudiants, regardez l'image, machin. Le professeur fait son travail. Il fait des efforts, mais le reste du jour, les grandes écoles des conventionnels, les étudiants, non, ils sont très gratuits. Ils sont ravis qu'ils soient motivés de faire sa part en fait. Je continue. Je vous demande s'il vous plaît. Donc nous avons dit que, s'il vous plaît, c'est un processus méthodologique ou bien méthodique. Quand je dis processus, c'est à l'ensemble d'étapes. C'est un processus de vérification, c'est-à-dire l'auditeur qui est là, il va vérifier. Il va vérifier par rapport à des références, à des standards, à des normes. Et cette question est réalisée par un professionnel. Pourquoi on appelle un professionnel? Un professionnel parce que ça doit être quelqu'un de compétent. Si vous comprenez bien de la déontologie, etc., c'est important également. Quand vous ne comprenez rien au niveau de la comptabilité, est-ce que vous avez des exercices de vie financier comptable? Est-ce que vous allez réaliser une mission de vie? Quand vous avez un problème au niveau de votre voiture, un problème mécanique, vous allez contacter qui? Vous allez vous adresser à qui? Un mécanicien. Quand vous avez un problème de santé, vous allez vous adresser à un médecin, un spécialiste, etc. C'est la même chose pour le vie. Vous ne pouvez pas réaliser une mission de vie si vous n'êtes pas compétent dans le domaine sur lequel va porter l'audit. Que ce soit les ressources humaines, que ce soit le marketing, que ce soit la production, ou bien que ce soit la finance et la comptabilité. Donc, première condition, c'est un professionnel qui doit être compétent et indépendant. Pourquoi indépendant? Oui, parce que l'indépendance, à travers l'indépendance, on cherche l'objectivité de l'entreprise et on cherche l'impartialité et la neutralité. L'auditeur, c'est pour le un arbitre, il est neutre, il est impartial. C'est ce qu'on recherche au niveau d'un auditeur. Parce que c'est quoi le risque s'il n'est pas neutre? Il y a des choses qui sont c'est terrible. Donc s'il n'est pas objectif, s'il n'est pas neutre, s'il n'est pas impartial, il ne va pas réaliser sa mission dans les bonnes conditions. Et c'est pour cela qu'on exige de la part d'un auditeur qu'il soit tout d'abord compétent, un professionnel compétent. On va discuter ça par la suite parce que si on veut parler, bien sûr, on veut discuter, clarifier en quelque sorte ce concept, ou bien cet aspect d'indépendance, il existe un certain nombre de règles. Il n'y a pas les repas considérés comme un ancien salarié d'entreprise. Il ne doit pas avoir, on vient entretenir des relations amicales avec les dirigeants de l'entreprise. Il ne doit pas entretenir
des relations amicales avec les dirigeants, etc. Il y a pas mal d'aspects qu'on doit vérifier si on veut juger la partialité, l'indépendance d'un auditeur. Et donc, on va également des relations professionnelles. Quand je suis comme par exemple un actionnaire, un fournisseur de banque ne peut pas être un actionnaire, par exemple, de l'entreprise qui va au liquidité. Il ne peut pas être, par exemple, être considéré comme un membre de la famille du dirigeant, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tout ça, on veut garantir à ce que cette qualité, cette condition d'indépendance soit respectée. Oui? Un commissaire en compte peut exercer une mission d'audit. Mais tout un auditeur. Et vous pouvez porter cette casquette d'audit, mais ça ne veut pas dire que vous êtes commissaire en compte. Il faut d'abord avoir le diplôme d'expertise comptable, il faut exercer le métier d'expertise comptable au moins 5 ans. 5 ans après, il faut s'inscrire dans l'ordre des commissaires au compte. C'est ça la condition pour avoir ce statut de commissaire au compte. Le commissaire au compte, il est obligatoire dans les sociétés à responsabilité et les sociétés anonymes dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams. On va voir ça par la suite. Mais si vous avez une petite entreprise, ou bien une entreprise que soit sa taille, et que vous souhaitez réaliser une émission de vie, pourquoi pas? Mais généralement, les petites entreprises ne sont pas très valorisées. Pourquoi? L'échelle est élevée. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, oui, à part ça coûte cher. Si vous n'êtes pas transparent vous-même, ce n'est pas la même de l'auditeur, ça va aller jouer. Parce que l'auditeur, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous faites un appel, il vous pose des questions. Pourquoi vous avez fait ça? Comment vous avez dépensé ce budget? Comment vous avez recruté cette personne? Etc. Et vous, en tant que patron, vous considérez déjà que l'entreprise vous appartient. Bien, bien. Je prends ça bien. T'as des places bien. Tout vous appartient. Les salariés, etc. La conséquence, c'est quoi? Ça veut dire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, dans certaines limites. Il va vous poser des questions. Il va vous faire sourire, entre parenthèses. Si vous êtes prêt à répondre à ces questions, il n'y a pas de problème. Il y a un problème de comportement. Et il y a un comportement de aller chercher le médecin. C'est possible. Il ne peut pas aller voir le psychiatre. Parce qu'il va lui poser un certain nombre de questions. Et lui, peut-être, il ne va pas répondre. Donc il faut avoir le courage, si vous avez une petite entreprise, soit individuelle, familiale, etc., de faire appel à l'auditeur. Et quand vous faites appel à l'auditeur, il va mettre l'accent sur un certain nombre d'anomalies. Et d'ailleurs, les entreprises familiales, on le sait, il n'y a pas de transparence. Pas entre le patron et le salarié, mais entre déjà les actionnaires. Même si c'est une entreprise familiale, même si entre un homme et son épouse. Et donc, si vous faites appel à l'éditeur, là, ça va. Donc, c'est important de faire appel à l'éditeur, mais généralement, on ne le fait pas parce que on sait d'avance qu'on n'est pas transparent, on ne respecte pas la loi, on ne respecte pas les normes, on ne respecte pas les règles. Ça ne sert à rien de faire appel à un éditeur. Si vous le souhaitez, c'est bien, c'est de votre intérêt. Si vous décidez de votre entreprise avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de dirhams, la loi vous oblige à désigner un fournisseur. Ça ne reste plus facultatif. Donc, il confie à un professionnel agricole dans le fabricant, dénommé auditeur, c'est-à-dire on l'appelle et s'appelle un auditeur. Donc, l'objectif est
de recueillir des informations objectives. Qu'est-ce que cela rappelle? Recueillir des informations objectives. La collecte de l'information. Tout à l'heure, nous avons dit que on dit qu'il y a une signification de écouter. Et l'écoute, c'est une sorte, c'est parmi les formes de collecte d'informations. Donc, quand l'auditeur va vérifier s'il ne dispose pas l'information. Et les sources d'informations au sein de l'entreprise, ça peut être des documents, ça peut être des procédures, ça peut être des informations formelles et informelles, ça peut être des informations en interne, en externe, etc. Il existe plusieurs sources d'informations. Et pourquoi des informations objectives? Nous avons dit que l'auditeur doit être indépendant, il doit être impartial, objectif. Autrement dit, il doit se baser sur le processus de vérification et il doit se baser sur des informations objectives et des informations réelles. Oui, mais la décision, si vous voulez, je ne préfère pas utiliser le terme décision. Parce que l'auditeur, il ne doit pas prendre des décisions. L'auditeur, Suggestion. Il vous propose des recommandations. Quand vous allez rendre visite à un médecin, s'il a un problème par rapport à sa nature de santé, il va vous prescrire un certain nombre de médicaments. Est-ce qu'il va vous obliger à les prendre? Non. Il va vous dire prenez ça pour la valeur, ça pour ça, etc. Vous prenez un comprimé le matin, un midi, un le soir, etc. Ou tout ça. Et vous faites des recommandations sur la base de son diagnostic, sur la base d'une évaluation de votre état de santé. Il va vous faire des recommandations. La même chose pour l'auditeur. Il vérifie. Il détecte un certain nombre d'anomalies et vous fait un certain nombre de recommandations. On va parler peut-être certainement discuter davantage de ça, mais l'auditeur ne prend pas de décision. Pourquoi il ne prend pas de décision? Ou bien qui doit prendre des décisions? Les dirigeants, parce que c'est les dirigeants qui assument la responsabilité. En tant qu'auditeur, je ne peux pas prendre la décision avec votre place. Parce que je ne veux pas assumer cette responsabilité. Et d'ailleurs, je ne suis pas un salarié au sein de l'entreprise. La décision doit être prise par quelqu'un de responsable au sein de l'entreprise. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous ou bien votre collègue, vous avez parlé d'une personne qui ne doit pas être une personne, si vous voulez, qui appartient à l'entreprise quand on parle de vie. Mais quand on va arriver à la distinction de la classification de l'audit, on va distinguer entre l'audit interne et l'audit externe. L'audit externe, c'est une activité réalisée par les personnes étrangères, externes à l'entreprise. L'audit interne, il est réalisé par un salarié qui entretient bien sûr un contrat de travail qui est lié à l'entreprise via un contrat de travail. C'est-à-dire c'est un salarié de l'entreprise. Mais là aussi, même si c'est un salarié de l'entreprise, il assume les responsabilités. On attend de lui qu'il soit responsable, qu'il soit objectif, qu'il soit impartial et qu'il soit également neutre. Parce que c'est parmi l'utilité d'un auditeur, que ce soit en interne ou bien que ce soit en externe. Donc c'est un processus méthodologique de vérification exercé par une personne compétente et indépendante qui collecte des informations objectives et qui va évaluer les risques. Évaluer, c'est-à-dire dire que est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là, au niveau de la provision, ou est-ce qu'il existe plusieurs risques? Est-ce qu'il y a des risques au niveau de la comptabilité et de la finance, et ainsi de suite. Donc, évaluer les risques, l'intention
ou bien manifester l'attente, c'est-à-dire la tête, et les donc, il va évaluer les risques aussi bien l'attente que manifester et les éléments de contrôle interne. D'ailleurs, quand on il évalue les questions de risque, un bénéficiaire qui peut vous poser, ou bien qui peut poser à l'auditeur, au moment de l'évaluation du système de contrôle interne, première question, est-ce que vous mettez en place des procédures? Première question, si vous répondez oui, si vous répondez non, est-ce qu'on peut parler de l'existence d'un oui? Si je vous dis, est-ce que vous mettez en place des procédures au sein de votre entreprise? Vous me dites non. Est-ce que je peux comprendre qu'il existe des risques? Oui. Parce que l'absence de procédure vous dire automatiquement qu'il y a des risques. C'est-à-dire que tout un chacun travaille comme il le souhaite. Le travail n'est pas encadré. On ne vous précise pas comment vous devez travailler. Maintenant, si je vous dis, est-ce que vous mettez en place des procédures et vous me dites oui. La deuxième question, je vais essayer de vous dire, montrez-moi ces procédures. Pourquoi? Pour les évaluer. Est-ce qu'ils sont bien faits ou bien est-ce que vous parlez d'une certaine défaillance à un certain niveau de la procédure? Donc c'est la procédure qui est mal faite. Est-ce que je peux parler de risque? Oui. Donc il existe la procédure. C'est mal faite, il y a un risque. Maintenant, c'est pendant qu'il existe et il est bien fait, quelle est la troisième question et le troisième niveau de vérification? L'application ou bien le respect. Est-ce que les procédures sont respectées? Si il est bien fait, s'il existe, il est bien fait et il n'est pas respecté, là aussi je peux parler de parce que ça ne sert à rien d'élaborer une procédure. Après, par la suite, vous n'allez pas la respecter. C'est comme l'exemple de recrutement. Vous avez fait une procédure, besoin, vérification de besoin, définition ou bien caractéristique des postes, annonce, profil, bien entretien, etc. Mais dans la réalité, vous ne respectez pas ça. Là aussi, vous courez le risque de recruter quelqu'un qui n'est pas compétent, et donc là, c'est un risque. Donc, le processus d'audit, on vient de dire, conduit éventuellement à des recommandations. Donc, le processus d'audit conduit éventuellement à des recommandations. Donc, chaque mission d'audit commence toujours par la prise de connaissance. Bon, avant même la signature de la lettre d'engagement entre l'entreprise et l'auditeur ou le servant, elle commence sa mission par la prise de connaissance de l'entreprise, c'est-à-dire la collecte d'un certain nombre d'informations générales sur l'entreprise, le secteur d'activité, l'effectif, la structure, etc. Ensuite, il passe à l'étape suivante de l'évaluation des contrôles internes, et enfin c'est l'examen analytique, et par la suite, pour simplifier tout ça, il élabore un rapport. Et donc ce rapport, il intègre, pas nécessairement, il peut intégrer les recommandations. Donc il intègre les recommandations, il va les intégrer dans le cas où il a pu dégager, constater un certain nombre d'anomalies. Donc il va vous faire un certain nombre de recommandations dont l'objectif d'améliorer la situation de l'entreprise, quel que soit le domaine auquel on s'intéresse. Sauf que la question qui se pose toujours, est-ce que vous êtes obligé de prendre en considération les recommandations d'un auditeur? C'est obligatoire, je crois. Parce que là, c'est une distance, si vous voulez,
publiez une mission d'audit très chère, vous faites appel à un auditeur, vous avez dépensé de l'argent et vous avez consacré du temps à répondre aux questions de l'auditeur. En salle de compte, il vous donne des recommandations, vous ne pouvez pas prendre en considération. C'est un paradoxe. Si vous n'avez pas les prendre en considération, ce n'est même pas la peine de faire appel à l'auditeur. Mais en même temps, personne ne va vous obliger à prendre en considération sa recommandation parce que tout simplement vous pouvez être d'accord en tant que directeur général, en tant que responsable, en tant que dirigeant, en tant que patron, vous pouvez être d'accord avec sa recommandation comme vous ne pouvez pas l'être. Vous pouvez partager en quelque sorte ceci, mais en quelque sorte, pour un commissaire en compte, il présente son rapport devant l'Assemblée générale des actionnaires. En quelque sorte, le dirigeant n'a pas assez de pouvoir de dire est-ce que j'applique ou pas les recommandations. Une fois les recommandations sont fondées, l'entreprise aura certainement intérêt à les prendre en considération. Donc le domaine le plus connu de l'audit est l'audit financier et comptable. Donc le domaine le plus connu est l'audit comptable et financier, à savoir l'examen de la validité des états financiers éluctables et non contrôlés. Oui. Le commissaire en compte, si vous voulez, il réalise pas des missions ponctuelles. Le compte, une fois le commissaire en compte est désigné, il vous accompagne tout au long de l'exercice. Quand vous avez désigné un commissaire en compte, vous avez signé un contrat avec lui. Et dans le contrat, vous avez précisé combien de fois il va avoir de votre à l'entreprise. Au moment où vous allez organiser le travail. Puisque à chaque fois, il va faire des vérifications mensuelles, ou bien trimestrielles, etc. Donc le cas de commissaire en compte, c'est un cas un peu particulier. Quand je dis recommandation, je parle de l'audit d'une manière générale. Je ne parle pas précisément de commissaire en compte. Et les commissaires en compte, c'est la responsabilité. Si vous faites des recommandations, surtout dans le cadre de la comptabilité, parce que vous n'assistez pas à un comptable, vous êtes obligé de suivre, vous devez le prendre en considération sur la recommandation. Là, les recommandations, je parle de l'audit d'une manière générale, dans le domaine social, dans le domaine marketing, dans le domaine etc., mais dans le domaine comptable, surtout quand il s'agit d'un